présent aujourd'hui pour cette conférence de presse tenue par la MCCI pour la présentation de son dernier outil d'analyse économique, Perspective économique 2013 de Maurice. Permettez-moi d'abord de situer le contexte. La culture de l'analyse et de la recherche économique est partie intégrante de la Chambre. Notre but, d'anticiper les grandes questions économiques en développant des outils d'analyse et en faisant des recherches pointues qui permettront de contribuer au débat public. Nous pouvons avoir des intuitions sur la conjoncture économique, mais une intuition n'est pas quantifiable. D'où l'importance d'avoir des indicateurs pour effectuer un diagnostic conjoncturel, ce qui nous permettra de réagir de manière plus proactive aux problèmes qui rencontrent les pays. Ainsi, l'objectif de cette étude est d'évaluer l'évolution économique de Maurice avec des exposés sur, premièrement, l'environnement international, deuxièmement, l'estimation des principaux variables macroéconomiques pour 2013, en particulier le taux de croissance économique, le taux d'inflation, le taux de chômage. Troisièmement, l'estimation de la croissance sectorielle de Maurice pour 2013. Et quatrièmement, la mise en perspective du PIB potentiel et du taux de croissance potentiel de Maurice. Sans plus tarder, maintenant, je passe la parole au responsable de division économique, Dr Ranganathan Padayachhi, qui va vous présenter cette étude. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres de la presse, bonjour. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour la présentation de la première édition MCCI Perspective économique 2013, qui a pour but de faire une analyse un peu plus complète de la situation économique de Maurice. En ce sens, nous allons voir ce qui se passe au niveau international, dans un premier temps, puis nous allons étudier et projeter les estimations concernant les principaux indicateurs macroéconomiques, à savoir le taux de croissance économique, le taux d'inflation et aussi le taux de chômage. Dans un troisième temps, on va mettre en perspective, comme l'a souligné le Président, le PIB potentiel de notre pays pour voir ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années et surtout ce qui s'est passé pendant les 5 dernières années par rapport à la période précédente. Et dans un quatrième temps, on va faire une évaluation au niveau sectoriel. Donc, concernant l'environnement international, le scénario macroéconomique que privilégient les instituts internationaux est que la situation économique globale se redressera à partir de 2013 et que cela va se confirmer en 2014. En effet, selon les données du FMI, le PIB, la croissance du PIB mondial réel sera de l'ordre de 3,3% en 2013, en hausse par rapport aux 3,2% de 2012, et que pour 2014, ce taux atteindra 4%. La situation globale s'améliore, surtout après le palier bas qu'on a atteint en 2012. En effet, on avait constaté un ralentissement au niveau mondial à partir du deuxième semestre de 2011, et ce ralentissement s'est prolongé en 2012, et que, selon les experts internationaux, ce ralentissement arrive à sa fin, et que pour 2013, on va revoir une légère hausse qui se poursuivra en 2014. De plus, selon le FMI, cette année marquera l'année, on appellera cela sûrement l'année du grand basculement, car pour la première fois, le PIB pondéré des pays émergents dépassera celui des pays avancés.
le poids des pays émergents vont dépasser les 50% et par conséquent, ils vont devenir la locomotive mondiale. S'agissant de l'évolution de l'économie mauricienne, depuis le début de l'année, nous faisons face à des éléments antinomiques qui ont une influence sur l'économie mauricienne. Il y a des facteurs comme le raffermissement de la conjoncture mondiale ou encore l'amélioration de l'indicateur synthétique du climat des affaires au premier trimestre qui sont favorables à la conjoncture locale. Toutefois, il y a toujours des incertitudes et surtout, nous remarquons qu'il y a des freins à l'expansion. Ces incertitudes ou ces éléments défavorables sont, premièrement, nous constatons que les soubresauts de la crise européenne continuent, avec le dernier épisode qu'est la crise chypriote. L'Europe, au sens large, représente plus des 2/3 de nos exportations de biens et services. Vu que l'activité de cette région s'est contractée en 2012 et qu'il est acté que 2013 sera atone, cela aura des répercussions sur la performance de l'économie mauricienne. Deuxièmement, nous vivons actuellement avec un marché d'échange secoué. La phase de croissance forte est révolue pour le moment et la tentation est grande de recourir à l'arme du taux de change. Nous faisons face à un risque de dévaluation en cascade des monnaies, en particulier de nos concurrents directs, avec tout ce que cela implique pour l'activité au niveau mondial. Troisièmement, il y a eu un choix concernant la politique budgétaire qui peut être considéré comme restrictif. La décision d'assainir les finances publiques est compatible avec une conjoncture favorable. Mais en temps de crise, l'objectif affiché de diminuer le déficit public ne sera pas sans conséquence sur l'activité économique de Maurice pour 2013. Quatrièmement, nous constatons une régression continue du niveau de l'investissement. Le taux d'investissement devrait être de 22% du PIB en 2013, par rapport à 23% en 2012 et surtout 25% en 2009. Cela ne sera pas sans conséquence sur les taux de croissance potentiels effectifs de Maurice à court et moyen terme. Ces différents éléments nous fait dire que la reprise ne sera pas pour 2013. En moyenne annuelle, le modèle économétrique de la MCCI projette une progression de 2,9% du PIB. Par rapport à nos prévisions d'octobre dernier, nous avons maintenu notre estimation du taux de croissance. Il y a des facteurs favorables aux perspectives, mais ces facteurs sont limités par les éléments contraires. La prolongation de la période creuse pose la question sur notre capacité de rebond. Cette question nous renvoie à l'estimation de la production potentielle pour évaluer l'impact de la crise et d'autres facteurs sur notre économie. Ainsi, utilisant la méthodologie développée par deux Nobel, Hodrick et Prescott, nous avons mis en place un outil qui nous permet d'estimer le PIB potentiel. Et par conséquent, les taux de croissance potentiels, on l'a fait sur la période 2004-2013. Avant de poursuivre, je tiens à préciser que la croissance potentielle est définie comme celle réalisant le niveau maximum de production sans accélération de l'inflation, compte tenu des capacités de production et de la main-d'œuvre disponible. Il convient donc de noter que le PIB potentiel ne correspond pas au niveau optimal de production réalisable à un instant donné, mais au niveau soutenable. L'analyse de nos évaluations nous montre que la croissance potentielle de Maurice s'est nettement dégradée depuis 2009. Le rythme de la croissance potentielle aurait perdu plus de 2 points de pourcentage entre la période d'avant-crise
en particulier 2006 à 2008 et aujourd'hui. Cela peut expliquer les résultats moyens que nous avons observés ces dernières années. Une première explication derrière cette baisse est que la contribution du capital à la production potentielle se détériore lors des périodes creuses. Or, le stock de capital est l'une des principales composantes de la production potentielle. Les entreprises répondent à la chute de la demande et à la baisse de leurs profits en réduisant volontairement leurs dépenses d'investissement, si bien que la croissance du stock de capital va décélérer. La deuxième explication derrière cette baisse, c'est la dégradation des taux de productivité. La question est, comment redresser la barre? Quels sont les leviers dont nous disposons qui peut nous permettre d'augmenter notre croissance potentielle et in fine notre croissance effective? Dans une perspective de court terme, la croissance économique dépend essentiellement des facteurs de demande que sont par exemple l'environnement international, la politique budgétaire pour la demande publique, les dispositifs de répartition des richesses et la consommation des ménages. La croissance effective peut être inférieure à la croissance potentielle dans le cas d'une politique économique qui pèse sur la croissance. Par exemple, pour respecter une contrainte d'assainissement budgétaire. Nous pouvons considérer que c'est le cas actuellement à Maurice. Au vu des marges disponibles, le ministère des Finances projette un déficit public de 2,2% en 2013. Il nous faut comme mesure court-termiste une impulsion budgétaire de l'ordre de 1 point de PIB, qui avec un effet multiplicateur, un multiplicateur budgétaire positif et supérieur à 1, aura un effet décisif sur notre PIB réel dès cette année et arrêtera l'hémorragie. Dans le rapport, j'explique plus en détail l'effet multiplicateur budgétaire qui a été mis en avant par Marco Butti, chef économiste de la Commission européenne, et par Olivier Blanchard, chef économiste du FMI. À plus long terme, il faut améliorer la productivité des facteurs de production, à savoir capital et travail, via le progrès technique et l'innovation. Autrement dit, la croissance de la productivité globale des facteurs. Un investissement soutenu est indispensable pour préparer la croissance de demain, aussi bien en termes de capacité de production que de gains de productivité. Nous allons maintenant passer à l'estimation du taux d'inflation. La littérature économique nous précise que les écarts de production, plus connus sous le terme anglo-saxon output gap, est un indicateur pertinent sur l'évolution à court terme des prix. En effet, tout écart de PIB de son niveau potentiel constitue par définition le signe d'un déséquilibre sur le marché du travail ou sur celui des biens, se traduisant par des pressions désinflationnistes s'il est négatif ou des tensions inflationnistes s'il est positif. Par conséquent, avec une croissance de l'activité assez modeste, la persistance d'un output gap négatif à Maurice limite les risques inflationnistes. De plus, la faible progression des coûts internationaux des matières premières, d'une part, et la fermeté de notre monnaie, d'autre part, limiterait l'inflation importée. Nous projetons ainsi que la modération des prix se poursuivrait en 2013 avec un taux d'inflation de 4%. S'agissant du chômage, la baisse continue de l'activité pèsera sur l'emploi. Les crises économiques, en réduisant le volume de la production et donc les besoins en main-d'œuvre, entraînent une hausse du taux de chômage. La période creuse débutée en 2009 s'est traduite par une montée continue et inexorable du chômage à Maurice de presque 1 point de pourcentage, entre le point bas atteint en 2008,
7,2%, et le chiffre de 2012. Pour 2013, nous projetons que le taux de chômage continuerait de progresser pour atteindre 8,6%, selon nos estimations. Nous allons maintenant passer à l'évaluation sectorielle. Nous constatons que le secteur manufacturier est à la croisée du chemin. Malgré le statut de premier contributeur au PIB, le secteur manufacturier continue de marquer le pas. En effet, en 2012, le taux de croissance pour ce secteur d'activité était de 1,5%, après un taux de 0,7% en 2011. Ce résultat n'est pas surprenant, car sur la période 2009-2012, il y a eu une baisse cumulée de plus de 30% du montant réel investi dans ce secteur. Même au niveau des IDE, c'est plat. Depuis 2008, sur un total de plus de 55 milliards de roupies, seulement 2% des IDE étaient dirigés vers le secteur manufacturier. Cela a eu pour conséquence une baisse d'environ 1 point de pourcentage du taux de croissance potentiel entre la période 2006-2008 et maintenant. Pour 2013, dans l'ensemble, cette tendance va se poursuivre et nous faisons une estimation d'un taux de croissance de 1,4% pour ce secteur d'activité. Pour le secteur du commerce, malgré les incertitudes croissantes, ce secteur a continué à résister en 2012, avec une croissance de 3,9%. Pour 2013, l'ajustement salarial conséquent du secteur public devra être un élément favorable à ce secteur d'activité. Toutefois, vu la baisse du niveau des investissements dans ce secteur, avec des taux de croissance négatifs lors des 2 dernières années, cela a et aura des conséquences sur le potentiel de ce secteur. Ainsi, à la MCCI, nous prévoyons un taux de croissance de 3,9% pour 2013. S'agissant du secteur financier, ce secteur a continué lors de ces dernières années à enregistrer des performances remarquables, malgré la persistance de la crise qui a fait tomber bon nombre d'institutions financières à travers le monde. Cette crise a eu un impact sur ce secteur, mais le potentiel de croissance reste élevé et le niveau des investissements continue de grimper. Avec ces éléments, la MCCI prévoit un taux de croissance de 5,5% en 2013. Pour le tourisme, le terme approprié est fragile. La contribution de ce secteur au PIB total est substantielle, non seulement de par son poids, mais aussi de ses effets d'entraînement sur d'autres secteurs, en particulier le secteur du commerce. Il est un des secteurs les plus vulnérables face à la crise persistante en Europe, qui reste son principal marché. Et cela a eu un impact significatif sur son potentiel de croissance. Alors qu'entre 2006 et 2008, le potentiel de croissance moyen était de 7,4%, il a baissé à une moyenne de 3% pour la période 2009-2012. En 2013, la MCCI s'attend à une croissance nulle, en deçà de son potentiel. Le chiffre d'1 million en termes d'arrivées touristiques ne sera pas pour cette année. La construction, elle, est en danger. C'est le seul secteur d'activité avec un potentiel de croissance négatif. En effet, le potentiel de croissance sur l'intervalle 2009 à 2012 est de moins 0,8% en moyenne. Avant la crise, ce taux était de plus de 11%. Avec la construction de nombreux projets d'immobilier, de centres commerciaux et d'hôtels par le secteur privé, et de lourds investissements publics dans des infrastructures. Il semblerait que le pic a été atteint et l'atterrissage sera difficile pour ce secteur. La tendance à la baisse va se poursuivre au vu du potentiel négatif, contribuant à l'érosion de la contribution de ce secteur au PIB.
Pour 2013, nous prévoyons une contraction de 5% après la baisse de 3% en 2012. Quant au TIC, c'est le dynamisme, avec une phase longue de taux de croissance de plus de 10% et un potentiel de croissance toujours élevé, même si la crise l'a un tout petit peu entravé. Les investissements dans ce secteur sont consistants. L'année dernière, ce secteur a enregistré une hausse de 8,6% des investissements, après des hausses respectives de 38% et de 2% en 2010 et 2011. Au vu de son potentiel de croissance et du niveau des investissements, nous prévoyons un taux de croissance effectif de 8,1% pour 2013. Pour conclure, ce document nous apprend que malgré l'amélioration de la conjoncture mondiale et une remontée nette de l'indicateur du climat des affaires au premier trimestre, les perspectives pour Maurice demeurent moroses. Le taux de croissance du PIB réel pour 2013 se fixera en dessous du seuil des 3%, à 2,9%. Au vu de ce résultat préoccupant, nous avons procédé à l'estimation du potentiel de croissance de notre pays pour évaluer la tendance conjoncturelle et ainsi comprendre pourquoi nous avons eu des taux de croissance assez moyens au cours de ces dernières années. Nous avons constaté que notre capacité de production s'affaiblit d'année en année. Le taux de croissance potentiel a été amputé de plus de 2 points de pourcentage entre la période d'avant-crise et la période actuelle. Cela résulte en partie de la crise, de ce cycle d'incertitude qui affecte la visibilité, mais aussi du poids de nos indécisions, qui influent sur les taux d'investissement et de productivité, composants principaux de la production potentielle et par conséquent de la production effective. Le cercle vicieux tant redouté, taux de croissance faible, profitabilité en baisse, niveau des investissements en baisse, productivité en baisse, recettes fiscales en baisse, déficit public en hausse, chômage en hausse et poursuite de l'affaiblissement de la capacité de production se précise et risque de nous enfermer. Comme le rappelait Keynes, avec la notion d'animal spirits, l'absence de confiance pousse les gens à ne pas consommer et les entreprises à repousser ou à annuler leurs investissements. Ce comportement, en retour, ralentit la demande, ralentit l'activité et, in fine, peut devenir autoréalisateur. Selon Olivier Blanchard, nous sommes dans une époque d'unknown unknowns. La pire des solutions, ce serait d'attendre et ne rien essayer. La situation présente recommande le sursaut. Le sursaut car le PIB de 2014 se construit dès à présent et que les taux de croissance potentiels ne sont pas figés dans le temps. Pour rappel, le taux potentiel est passé de 3,7% en 2005 à 6,5% en 2006. Cela rend l'espoir d'une amélioration rapide de la conjoncture économique locale possible, à condition d'apporter les mesures correctives dès maintenant. Nous préconisons comme mesure à court terme une relance de la demande et de l'investissement à travers une impulsion budgétaire d'un point de PIB. Cela aura pour conséquence une dynamisation de la confiance et des entrepreneurs et des consommateurs. Pour le moyen long terme, il nous faut s'attaquer aux freins bloquant les investissements et détériorant la productivité. Il nous faut investir en recherche et développement car cela permettrait de réaliser durablement ce petit point de croissance qui, avant la crise, avait manqué à Maurice pour accélérer le reflux du chômage avec celui de la dette publique et du déficit extérieur. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à M. Thirou, le secrétaire général, pour quelques commentaires. Tout d'abord, bonjour, je suis ravi de vous retrouver
J'ai raté l'épisode de Business Consulting Digital la dernière fois, mais je suis très content que tu es toujours là depuis plus de 2 ans maintenant, fidèle au rendez-vous que nous fixons à chaque fois, que ce soit pour l'estimation de taux de croissance ou pour la BCI. Je crois que la présence du président aujourd'hui à nos côtés, parce que généralement on le fait tout seul, est témoin parce qu'on a fait quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on fait. À chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, donc on veut avoir la bénédiction du président pour le lancer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Vous l'avez entendu de manière l'explication technique de ce que Kishan vous a donné. Nous sommes depuis quelque temps focalisés sur un chiffre. Quand on parle de croissance, on s'est marché les chiffres. C'est 4, c'est 3,9, c'est 3,5. Et donc on est focalisé sur un chiffre. Nous avions fait un travail, comme vous savez, nous avons au départ fait un modèle économétrique. Au lieu de spéculer, mais de travailler très dur pour arriver à un chiffre qui correspond à pas mal de travail. Mais on a voulu quand même aller plus loin pour expliquer justement ces chiffres. Comment on y arrive et quels sont, comprendre un peu mieux pour que, au lieu que les gens font des hypothèses des croissances sectorielles et puis construisent à partir de là un chiffre synthétique qu'ils présentent avec des hypothèses, on voulait voir plus grand pour voir l'économie dans son ensemble. Ce qu'on a essayé d'expliquer quand l'année dernière on est arrivé pour dire que l'année d'avant, quand on avait parlé de 3,8, vous vous souvenez, pour 2012, à ce moment-là, personne ne voulait parler des points de 4,5. Vous vous souvenez de ça? Quand on est parti l'année dernière, on a parlé de 3,9, c'était la catastrophe parce que c'était impensable de penser à moins de 4. Aujourd'hui, on est à 3,2. Donc, ça ne sert à rien de fixer des chiffres de manière un peu arbitraire et puis finalement, tout le long de l'année, on diminue les chiffres pour arriver à un chiffre qui est complètement différent de ce qu'on a vu. Alors, il faut qu'on puisse comprendre les mécanismes. Et c'est le travail qui a été fait. Et là, je dois remercier donc Kishan et son collègue qui est là, qui travaille d'arrache-pied, pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, de nous parler aujourd'hui de cette fameuse croissance potentielle. Et ça, on l'avait expliqué. Je me souviens qu'on avait fait la présentation pour la croissance, la première qu'on avait fait l'année dernière, avant le budget sur 2,9. On vous a parlé souvent de la réaction de l'économie au niveau macroéconomique. Alors, donc, quoi que vous fassiez, donc, dans l'intervalle de 6 mois, vous ne pourrez rien changer. Dans une économie comme la nôtre, dépendante de pas mal de facteurs. Et donc, vous ne pourrez qu'après 6 mois faire quelque chose. Et c'est là qu'on vient sur ce potentiel, vous allez voir. Et donc, on peut arriver à des conclusions dans les courts termes, parce que la machine économique qu'on a, donc, a des limites de réactivité. Et c'est ça qu'on essaie d'introduire aujourd'hui pour faire comprendre à l'ensemble et vous êtes avec nous, je suis content de vous voir tous dans cet effort de compréhension de l'économie mauricienne et d'autres économies. Et donc, et c'est là qu'on arrive à cette crise à miner notre capacité de croissance renouvelée. Donc c'est là qu'on parle d'une chute de 2 points, qu'on était à plus de 5 il y a donc avant la crise, en 2008, on arrive aujourd'hui à 3. Alors donc si on ne fait rien de substantiel, je dirais même de dramatique, comme on a dit, mettons 1%, poussons, etc., faire de quelque chose d'important, mais de le faire de petites mesures en espérant que l'économie va se retourner, on ne va pas y arriver. On va toujours aller vers ce 3% parce qu'on a déjà effrité, en quelque sorte, la capacité de la machine productive de l'île Maurice. Donc c'est ça qu'il faut commencer, le message important qu'on est en train de vous faire comprendre grâce aux travaux qu'on a faits. Et donc, ce n'est pas les petites mesures qui pourraient donc relancer donc, de manière durable l'économie mauricienne. Il faut prendre des grandes mesures comme d'autres économies. Là, je cite là, bien que vous illustrez cela, le Japon. Vous savez, le Japon a retrouvé la croissance, curieusement, avec décennies de déflation et tout. Et là, on parle des Abeconomics. Abeconomics, donc, pour dire l'approche du Premier ministre Abe, donc, du Japon, qui a fait 3 grandes mesures. Donc il a commencé par baisser les taux et donc laisser tomber le yen. Il a donc par la suite mis de la liquidité dans sa deuxième étape. Et troisièmement, maintenant, il se lance pour réellement aider les entreprises dans l'investissement, etc. Ce sont 3 grands, et sur 3 ans. Donc là aussi, remarquons non seulement qu'il faut de grandes mesures, mais des grandes mesures ne donnent pas des résultats dans une année, dans 6 mois. C'est toujours étalé sur le temps pour vraiment faire une différence. Je crois que c'est la leçon qu'on doit tirer de l'étude qu'on a faite. Et c'est ces messages qu'on sera de transmettre, puis un circuit de droit. Et pour faire qu'il faut faire plus
et de manière beaucoup plus comment dire, substantielle pour changer les choses. Bien entendu, quand on parle d'une impulsion d'1% du PIB, on parle de 3,5 milliards environ, et donc quelqu'un pourrait nous dire, mais voilà, il y a eu 4 milliards d'injectés dans l'économie au gros PRB, on peut peut-être d'avoir encore 1 milliard. Mais la situation est différente. Ça, c'est une lecture qu'on fait, nous, est différente de 2008. En 2008, quand on avait fait du PRB de 5 milliards, un peu plus même, on était encore en pleine euphorie. On avait une croissance de plus de 5%. Et le secteur privé comme le secteur privé investissait. Et donc, et les salaires augmentaient. Et il y avait un feel-good factor. C'est ça qui nous a permis, nous, de sail through the crisis avec un croissance de 3,1 en 2009, quand l'Europe était en pleine contraction de 4%, etc. Donc le feel-good factor était là dans tout le monde. Et aujourd'hui, malgré qu'on injecte, c'est curieux. D'ailleurs, on va peut-être revenir dans quelques mois, une analyse là-dessus, 4 milliards dans l'économie avec le PRB, mais on ne voit pas de résultat. Donc probablement, là, il y a peut-être aussi deux fonctionnaires qui ont eu cet argent, probablement aujourd'hui ne dépensent pas comme ils ont dépensé en 2008. Ou dépensent dans d'autres créneaux qu'on doit peut-être nous comprendre qu'il n'y a pas d'effet multiplicateur chez l'économie. C'est très technique. Par exemple, s'ils achètent un appartement quelque part, donc, ou une voiture neuve, je m'excuse dans cette direction, mais il y a très peu d'effets multiplicateurs. Et donc, tandis que c'est dépensé dans le commerce, des choses comme ça, donc il y a des effets, etc. Donc c'est beaucoup plus fin, et donc on ne voit pas cet effet. Donc c'est pour ça qu'on veut dire, si on met 1% du PIB, mais il faut que ce soit donc dans des dépenses d'investissement des entreprises ou des dépenses vers les ménages qui permettraient de relancer la consommation, et donc à ce moment-là de créer la croissance. Donc il y a là aussi des discernements à avoir quand on fait justement une politique d'essayer d'ajouter de la valeur. Donc on est, comme l'a dit, je crois, Blanchard, donc tous les économistes sont bavards depuis la grande crise, on ne sait pas quoi faire, unknown of unknowns. Donc il y a peut-être aujourd'hui la nécessité d'avoir une plus grande inventivité, je dirais, dans ce qu'on doit faire dans la politique économique pour pouvoir s'en sortir. Et ça s'applique à tout le pays. Et donc, ici à Mauricie, on doit peut-être réfléchir pour pouvoir donc prendre de bold measures, comme on dit, et pouvoir donc renverser la tendance. Sinon, si on laisse, comme on l'a dit, pour nous, de la façon qu'on voit ça, on sera autour de 3%. Donc, on va dire 2,9, c'était ça. On a des bonnes nouvelles. On a dit sur les business confidence indicators, je n'étais pas là. Donc, on a eu une amélioration. On a des améliorations aussi aux États-Unis avec une possibilité de 2% de croissance, 1, quelque chose au Japon. Et il est vrai que l'Europe cale un petit peu. On voit quelques petites pousses là, comme on dit, mais c'est trop tôt. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu. On a l'impression que le bas dans ce potentiel, c'est 2,9, le haut peut-être 3,2. C'est pour ça que le potentiel est 3,2. Donc si on fait quelque chose là, peut-être on arrivera de remonter un peu, mais pas trop. Pour cette année, c'est ce qu'on trouve. Mais bien sûr, 2014 et plus loin, si on sème en 2013, on pourrait récolter en 2014. Voilà les messages qu'on essaye de vous communiquer aujourd'hui sur la croissance. Et donc, j'espère que ça a été bien. Et bien, on se lisait avec attention les documents. Il y a plein de références techniques et donc que nos amis ont concoctées. Et c'est intéressant. Et j'espère que vous allez aussi donner un peu je dirais, à vos lecteurs quelques indications là-dessus. Mais surtout sur les messages principaux qu'il faut bien faire passer. C'est-à-dire que la situation va être difficile. Et nous comprenons maintenant pourquoi avec les études qu'on a faites. Mais il faut des bold measures for us to turn around the situation. Voilà. Non, je pense que ce qui est important, comme Mamadou l'a dit, c'est que ça ne sera stérile, ce ne sera pas 3.2, 3.3, 3.3. C'est pas ça le débat. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est quel est notre potentiel. Et je pense que, comme l'a très bien souligné Kishan, il a fait cette analyse, il a démontré que c'est aussi une question d'optimisme, c'est aussi une question de capacité à rebondir. Ce qui existait peut-être en 2005, 2006, 2007, on n'a pas cette tendance aujourd'hui. Et donc, bien sûr, on réfléchit bien sûr à qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que quand même, nous représentons pas mal de secteurs, et donc il y a pas mal de discussions, et ce sera, je pense, le prochain rendez-vous, pour voir un peu quel est le growth agenda qu'on devrait avoir. Mais je pense que là, aujourd'hui, le message est clair, et personne n'a parlé tout le monde a peur de parler de moins de 3, parce qu'il n'y a pas de...
Il n'y a pas de mesure scientifique pour venir dire justement, au lieu de faire des trucs synthétiques et de prendre des secteurs et puis de proposer quelque chose, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on démontre, c'est la réalité. Bon, maintenant, bien sûr, everything being equal, nous avons encore 5 ou 6 mois, etc. Exactement, oui. Mais... C'est vrai on ne dit pas le contraire, mais il est trop tôt. Ça veut dire qu'il est trop tôt pour nous. On a envie de réfléchir, on a discuté là-dessus. Il est trop tôt pour nous pour réviser ce 2,9. Pour le moment, on s'est dit, il y a des éléments, mais qui ne suffisent pas encore à une révision du chiffre. Alors, vous voyez, le reste, on est en train de réduire. Alors, tout le monde est au-dessus de 4, on est arrivé à 3,2. Nous sommes en train de réfléchir, peut-être qu'il faudra dans l'autre sens, un petit peu. Donc, pour voir un peu. Ça peut passer à 2,9, hein. 2,9,0. Voilà, donc peut-être pour l'instant, vous demandez peut-être maintenant s'il y a des questions qu'on essaie. Par rapport au effectif de l'année précédente, on a fait mieux que... Il y a des moments. Oui. Il y a des moments où on peut dépasser le taux de croissance potentiel. C'est ce que j'explique. Le taux de croissance potentiel, ce qui est soutenable. À ce moment-là, ça a un effet immédiat sur le taux d'inflation. Et si on le regarde, c'est en 2008 par exemple, on a dépassé le taux de croissance potentielle, mais il y a eu un effet immédiat sur le taux d'inflation, ça a approché les 10% à l'époque. C'est des effets directs, on le voit immédiatement quand on est en train de dépasser ce potentiel. Mais le taux de croissance potentielle, c'est un outil qui permet de savoir est-ce qu'on est en train de bien utiliser nos capacités de production, mais à l'instant T. C'est pas ce qu'on va l'année suivante ou dans 5 ans. Ça, c'est croissance à long terme. Le potentiel, c'est ce qu'on est en train de faire avec ce qu'on a dans notre main actuellement. Avec le taux de chômage qu'on a actuellement, etc. Donc, notre potentiel baisse et nous constatons que pour nous, notre estimation, on est en dessous de notre potentiel pour 2013. Mais bon, il y a quand même une grosse différence. L'écart de production est vraiment très faible. C'est pas non plus très gros. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle un output gap négatif qui aura une répercussion sur le taux d'inflation. C'est pour ça qu'on annonce un taux d'inflation modéré de 4% et non de... Headline ou... Non, nous c'est la moyenne annuelle. C'est-à-dire... Headline. Donc pour comment dire, ajouter ce que Kishan a dit, c'est-à-dire qu'une machine peut rouler plus vite qu'il est prévu, mais la machine chauffe. La machine est en surchauffe. Donc on peut aller plus, c'est ça quand l'inflation monte, il y aura des tensions sur les marchés du travail, tout ça, etc. C'est dans les bonnes conditions, on peut faire avec la machine qu'on a, voilà, qu'est-ce qu'on recommande, qu'est-ce qui peut être fait. Mais on peut aller plus vite, avec des dangers. Donc les dangers c'est l'inflation, c'est d'autres déséquilibres dans les grands chiffres macroéconomiques. Voilà ce que ça veut dire. Vous avez laissé inchangé vos prévisions depuis octobre. Donc, entre-temps, il y a eu le budget. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'effet de budget de la croissance? Vous avez pris ça en compte dans votre modèle? Oui, c'est ce que je dis. Il y a eu une amélioration au niveau mondial. Il y a eu une amélioration de notre indicateur du climat des affaires. Il y a des mesures budgétaires, en particulier, on va s'appuyer sur la mesure phare qui est le PRB. Donc, il y a aussi des mesures pour inciter un peu l'investissement. Ça a eu un effet sur notre taux de croissance, mais d'un autre côté, on a d'autres mesures qui jouent en défaveur de notre production. C'est là que j'ai cité la continuité de la politique restrictive, que ce soit monétaire ou budgétaire, ça a un effet. Parce que quand on regarde notre budget, l'élément phare du dernier budget, c'était l'assainissement. On parlait d'une diminution du déficit public. On voulait passer à 2,2%. C'est une très bonne mesure, mais est-ce que c'est la mesure appropriée actuellement en période de crise? Donc, dans notre modèle, nous voyons que cela, je ne vais pas dire affecte notre croissance, mais cela limite quand même les perspectives de croissance. On constate que dans beaucoup de pays, on est en train on essaie de trouver des moyens pour augmenter les dépenses publiques. On regarde en France, ils sont limités, ils sont en train de trouver les moindres sous pour ne pas dépasser les 3%, parce que c'est un peu l'objectif quand même de tenir 3%. Nous, on s'est fixé comme limite de descendre nettement en dessous des 3%
et d'aller vers 2,2%. Ça, c'est pour ça que je dis le budget a des éléments qui jouent en faveur de la croissance, mais l'objectif d'assainir et d'avoir des finances publiques saines, qui est un objectif à long terme viable et raisonnable et aussi important, peut-être à court terme aura un effet sur notre taux de croissance. Est-ce que les 1% de PIB que vous réclamez doit venir du demand side major budgétaire? On a dit les deux, c'est-à-dire qu'il faut pousser à la fois la consommation et l'investissement. L'investissement, surtout comme on l'a dit, enfin, on l'a répété plusieurs fois, et quand on a présenté notre mémoire pour le budget, on a beaucoup insisté là-dessus, c'est vraiment un appui sur la recherche-développement, sur les outils de pousser la productivité. Parce qu'on voyait les chiffres sur la productivité du capital, qu'on a vu là, vous allez voir dans le texte, ça diminue de manière dramatique. Et donc, pour gagner la bataille de la compétitivité, et surtout sur les marchés internationaux, c'est un élément clé. Depuis plusieurs années, on dit qu'il faut vraiment pousser, mais je crois qu'on n'a pas encore compris, d'ailleurs, si vous voyez ce que la France fait en ce moment. Un des éléments phares, c'est justement essayer de pousser vers la productivité, etc., la plus directe aux entreprises. Et si les grands pays font ça, je crois que nous devons, nous aussi, quelque part, les remboîter les pas, essayer d'aller dans cette direction. Et on peut se poser aussi la question de dire, mais on est en train de vouloir arriver à 2,2 et en même temps assainir les finances publiques, mais on peut en même temps payer 4 milliards plus ce qu'on va faire pour les PRB. Donc il y a une question de priorité à aussi avoir au niveau du gouvernement. Parce que, si vous savez, dans le secteur privé, nous connaissons, la politique salariale dans le privé depuis la crise, ça a complètement changé. Et si vous voyez la progression justement des salaires dans les privés, on est en train de vivre avec la crise. Mais il semblerait que le gouvernement ne vit pas avec la crise, c'est pas ça que ça va. Pour le gouvernement, il n'y a pas de crise. Donc, ce sont des grandes questions qu'il faut poser. C'est la même chose pour toute la politique des transferts sociaux. Enfin, tous les pays en Europe, vous savez, l'Angleterre, ce qu'ils ont fait, mais là, ils ont fait aller trop loin. Mais tous les pays en train de revoir tout ça, mais ici, on n'en parle pas. Donc, ce sont des grandes questions qui sont, quand je parle de bouleversements qu'il faut faire des grandes mesures, je crois qu'il y a le moment est arrivé peut-être de réfléchir dans cette direction. Je ne sais pas qu'il faut le faire, mais il faut commencer à réfléchir dans cette direction. Pour expliquer la morosité économique, vous pointez du doigt la baisse de production. Quel est le secteur de production le plus touché? Le secteur agricole ou le secteur manufacturier? J'ai démontré dedans, c'est le secteur le plus touché, c'est le secteur de la construction. Le potentiel est passé de plus de 10%, donc 11% en moyenne avant la crise, et maintenant, actuellement, c'est négatif. J'ai pas en tête exactement le chiffre. Ouais, voilà. Donc, on va le voir. Voilà, c'est passé à moins 3,8. Ce qui veut dire que le potentiel de production pour ce secteur est déjà négatif. Donc, quelque part, ça peut expliquer pourquoi la croissance effective sur ce secteur n'arrête pas de baisser depuis 2011. Donc, et ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Je ne dis pas de sitôt, mais ça ne va pas s'arrêter en tout cas pour 2013. Pour qu'il y ait une élévation de nouveau, il faut s'occuper de ce secteur. Il faut aller voir quels sont les problèmes et quelles solutions y apporter. Et là-dessus, on peut se retourner sur le mémo de la MCCI qui avait fait quelques recommandations pour le secteur de la construction. Lors de son passage chez vous, le docteur Soupachai vous a demandé de diversifier ou de divert your attention from Europe to other African countries, les pays de l'ASEAN, l'Australie. Mais il me semble que, d'après ce que j'ai entendu, vous voulez toujours garder le regard vers l'Europe et ainsi ne pas encourager les Mauriciens qui sont dans la production, de diversifier l'exportation. C'est pas ça. Ce que je dis dans le rapport, c'est que vu que actuellement les faits sont les faits, actuellement plus des 2/3 de nos exportations de biens et services. Quand je dis biens et services, c'est la production manufacturière, les touristes qui viennent à Maurice, les services financiers qu'on vend, tout ça.
les 2/3 sont concentrés sur l'Europe. Vu ça, c'est un fait, c'est un élément qui est là. On n'a pas encore diversifié complètement. Si on avait diversifié, c'est qu'on n'aurait pas une majorité, en tout cas pas plus de 50% sur l'Europe. On le fait, mais ça va tout doucement, ça prendra son temps. Donc, vu cet élément que plus des 2/3 sont tournés vers l'Europe, si l'Europe est en crise, automatiquement, cela aura un effet sur les secteurs qui sont tournés vers l'Europe, en particulier donc le secteur manufacturier, mais surtout le tourisme. Et donc, en prenant en compte cet élément, on se dit que ces secteurs vont être touchés par la crise en Europe. C'est pas que je dis qu'il ne faut pas qu'on ait diversifié, il faut qu'on diversifie, bien sûr. C'est pas un élément que je pense qu'on devrait même discuter. C'est quelque chose qu'on est en train de faire, mais on est à nos débuts aussi. Hein. L'Afrique se développe depuis la dernière décennie, donc c'est un continent en progression. Et nous, c'est bien, on se rend compte de cela et on commence à vouloir y mettre le paquet, sauf qu'on a toujours des problèmes pour l'Afrique, mais nous, on n'est pas allé pour voir les problèmes spécifiques. On n'est pas allé pour voir les problèmes, qu'est-ce qui affecte notre productivité, notre compétitivité, etc., pour aller investir en Afrique. Moi, je peux vous dire, oui, il y a l'Afrique, mais il y a aussi, en Europe, il n'y a pas que la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Donc je pense que s'il y avait deux leçons à retenir, c'était premièrement, il faut continuer avec tout ce que nous sommes en train de faire au niveau de coopération, la question de l'image, au niveau des marchés, etc., qui est work in progress, pas au niveau du tripartite, chose. Il y avait aussi, bien sûr, il avait dit qu'il faut que nous essayions d'avoir l'observer status, on va essayer au niveau de ASEAN, etc., que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais ce qui est important aussi, c'était la planification, d'avoir une vision à long terme. Et je pense que dans un des éditoriaux avec Mahmoud, dans c'était Back to the Future Mahmoud. Je remplis l'autre de ça, oui. Back to the Future, oui. L'idée, c'est de commencer à voir, tu sais, au-delà du prochain 3-4 mois, c'est de voir plus loin. Et donc, il avait soutenu, d'ailleurs, non seulement avec lui, mais aussi lorsqu'il avait sur le comité et le président de la République, c'était de se dire qu'à Maurice, il faut qu'on commence qu'il y ait cette cellule de planification, pour qu'on puisse voir un peu qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans, essayer de changer un peu la donne. Je pense que c'est ça. Maintenant, on a vu, il y a les décisions du Conseil des ministres sur le comité national. Je ne sais pas quel est moi, je sais qu'il faut discuter, mais je pense qu'il faut commencer quelque part. Il faut qu'on commence à voir au-delà des 2 prochaines années, 3 prochaines années. Pour ne pas dire les 6 prochains mois. Je pense que cette vision court terme, il faut qu'on se dépasse, il faut qu'on la mette. Parce que sinon, avec le potentiel, parce que ce que je voulais souligner au départ, c'est justement le potentiel qu'on avait vu. Si on regarde les chiffres, en 2005, 2006, et puis après on a vu une différence, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui en jeu. Donc c'est pour ça que ce n'est pas pessimiste. C'est une question de décision et de prendre des décisions qu'il faut. D'ailleurs, le rapport dit clairement, c'est les pays émergents qui ont beaucoup plus de progression. Le growth, tout à fait. Non, mais je crois que sur l'agenda de la diversification, je crois que la vision était très claire depuis plusieurs années. Nous avons toujours en train de postuler qu'il faut une diversification des produits et des marchés. Parce que même dans ces on a quand même limité pour les produits. Une diversification des produits et des marchés. Et donc, et nous y travaillons à notre niveau. Enfin, auprès des opérateurs, mais aussi au niveau des négociations commerciales. Enfin, et là, nous avons quand même une bonne illustration de ce qu'on peut faire. C'est chez le textile habillement. Textile habillement, on a négocié avec SADC, donc le traité commercial, donc, comme vous savez, de la SADC, 5 ans de négociations. En 2000, c'est entré en opération. On a pu avoir des concessions chez le textile habillement. Vous avez pu voir aujourd'hui, il y avait un article dans l'Express pour voir qu'il y a aujourd'hui des grands groupes qui exportent entre 25 et 40% de la production sur l'Afrique du Sud. Et je crois, je peux même dire ça sans chose, s'il n'y avait pas aujourd'hui cette ouverture, probablement le secteur textile habillement serait en très mauvaises conditions. Et donc, voilà un petit peu, donc on voit une diversification qui s'est opérée, et qui peut s'opérer encore dans d'autres marchés. Là, on en parlera bien sûr, on a négocié donc un accord avec la Turquie, on organisera avec le ministère probablement, je vous donne ça, les 24 mai. Donc,
24 juin, pardon, je m'excuse. Donc on attend les ça pour parler de la Turquie. Donc c'est ça qu'on parle de la vision. Il faut savoir où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on fait et quels moyens on met en place pour pouvoir atteindre des objectifs. C'est pas de parler de diversification, tout le monde peut en parler. Mais la question c'est de savoir, d'avoir une vision, où est-ce qu'on va, et deuxièmement d'émettre les moyens d'éraser ces visions. Là je parle de la Turquie, pourquoi ça j'étais dans la négociation pour l'accord bilatéral qui vient d'être ratifié par les parlements turcs, et donc qu'on voyait la politique africaine de la Turquie. C'est incroyable, tout est fait. Pour Turkish Airlines, à les feux verts pour aller dans l'Afrique. Vous voyez descendre dans le mois, quand ils descendent de Paris, ils sont arrivés jusqu'à Dar es Salaam. Vous voyez, le vol a été multiplié par 10, le vol de Turkish Airlines sur l'Afrique. Ils mettent les moyens. Pareil, ils ont triplé le nombre d'ambassades turques en Afrique. Tout est mis en place. Donc c'est une campagne. C'est comme une sorte militaire. Vous préparez-vous. Donc c'est comme ça qu'on fait. C'est pas qu'on parle. Je crois qu'il faut à la fois avoir la vision claire et puis mettre les moyens en place pour réaliser. Donc diversification pour nous est incontournable. On a déjà commencé. Mais il faut pouvoir donc avoir une vision claire et mettre les moyens sur la table pour pouvoir venir. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que tous les pays de la Chine, pareil. Hein. Vous voyez, la Chine, la présence de... Moi-même, je suis arrivé dans un pays au milieu de l'Afrique, en Zambie, et je suis à Lusaka. Je dis, allons vous manger quelque part. Et j'arrive dans un restaurant, je me croyais en Chine. Tout est écrit en chinois. Que des Chinois sur la caisse. Je dis, mais qu'est-ce que je sens? Je dis, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas. Un restaurant comme en Chine, à Lusaka. Vous savez, même l'alimentation, ils apportent pour que les ressortissants puissent manger convenablement, parce que la Zambie. Oui, tout à fait. Il y a deux meilleurs restaurants, le Lusaka, sont mauriciens. Merci de me le rappeler. Il y a pas de... donc je crois que c'est ça pour vous dire que you have to have a policy and then have the means to implement the policy. C'est très important. Parce qu'on parle beaucoup, mais on ne veut pas les moyens sur la table. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais là, il me semble que vous proposez une politique d'attentisme, de wait and see. Non, le contraire. Vous, en tant qu'expert, si c'est le cas, c'est un très mauvais signal. Non, pas du tout. Au contraire, on va dire le contraire. On va dire qu'il faut faire plus. Qu'il faut faire plus pour connaître des résultats. Si on fait comme on fait, à ce moment-là, on risque d'être toujours dans les 3%. Au contraire, il faut faire plus pour pouvoir avancer. C'est le message qu'on t'a envoyé. Je dis simplement. Vous qui avez posté là, disons 2020, est-ce que votre message de planification à long terme est entendu de l'autre côté de la route? Comme votre Premier ministre vient de mettre sur pied justement, donc voilà, donc on pousse à la roue, mais c'est pas nous qui décidons, ce sont des enjeux que le gouvernement doit mettre en place. Mais je crois que nous poussons la roue depuis pas mal de temps. Hein. Je vais revenir sur ce que vous venez de me dire là. Non, le but de cette étude cette fois-ci, c'était pas simplement de donner une estimation du taux de croissance. On sait très bien que depuis 2009, on est en train d'avoir des taux de croissance en dessous de 4, ou on va dire insatisfaisants, qui ne sont pas satisfaisants pour un pays de la taille d'un pays comme Maurice, qui devrait avoir un taux de croissance, on va dire, supérieur ou égal à 5. Donc on remarque que depuis 2009, on a un taux de croissance, bon, à part 2010, mais on a un taux de croissance tournant autour de 3%. On s'est posé la question, moi et mon collègue, pourquoi? Le but c'est de savoir pourquoi. Avant de pouvoir augmenter notre taux de croissance, il faut savoir pourquoi c'est limité. Si on ne sait pas pourquoi on est limité à 3%, on pourra essayer tout ce qu'on veut, mais ça ne va pas marcher. Le but de pourquoi on met en place cet outil, c'est de pouvoir voir quel est notre potentiel. Qu'est-ce qui se passe à Maurice? Je vais reprendre l'argument de la voiture qui a été expliqué par Mahmoud et qui m'a été expliqué aussi par Raju. Je vous explique très simplement. C'est que, imaginons que vous avez devant vous une colline et que vous êtes en train de vouloir grimper cette colline avec une voiture. Mais si votre voiture n'a pas de première, ni de seconde, et qu'en fin de compte, sa puissance est limitée à la 3e. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est faite pour descendre, pas pour faire la montée. Vous n'allez pas pouvoir grimper la colline. Actuellement, notre potentiel est limité, et il ne fait que diminuer, et pour 2013, il est limité à 3,2. Ce qui veut dire que oui, on pourra faire 3,2, ou même un petit peu plus. Je ne dis pas non. Sauf que ça ne va pas être très loin de 3,2. C'est ça le message que j'essaie de faire passer, c'est que notre potentiel a diminué avec la crise, qui a eu un effet sur les investissements,
et aussi sur la productivité à Maurice. Ça, ce sont les variables macroéconomiques. Donc, si les investissements baissent, ça affecte votre potentiel de croissance, votre potentiel de production, donc, quelque part, ça va affecter votre croissance réelle. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, concernant tout ce qu'il y a autour de la production, les marchés, les débouchés, le marketing, etc., bien sûr qu'on doit continuer, bien sûr qu'on doit diversifier, bien sûr qu'on doit faire tout ça, mais le plus important, c'est de relancer la machine. Si la machine en lui-même est bloquée et grippée, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez aller avoir 50 000 accords bilatéraux, mais si, comme le précise le secrétaire général, vous n'avez pas les moyens et vous ne mettez pas en place les politiques qui suivent ces accords, ou c'est comme une machine qui se déploie, vous avez signé un accord, vous commencez à mettre des vols aériens, vous commencez à faire partir vos entrepreneurs dans ces pays pour voir quelles sont les possibilités, ça ne marchera pas. C'est que notre potentiel est bloqué, il y a les raisons pourquoi c'est bloqué, donc il faut s'attaquer à ces blocages pour pouvoir libérer notre croissance. À ce moment-là, on pourra avoir des taux de croissance supérieurs à 5. Et dans le rapport, je précise bien qu'entre 2005 et 2006, en 2005, notre potentiel était limité à 3,7. On se rappelle très bien qu'à cette période, notre taux de croissance était inférieur à 4%. De 2005 à 2006, il y a eu pas de grandes choses, mais il y a eu des éléments qui font qu'on avait trouvé une direction, il y avait une voie choisie. Et cela a permis de doubler le potentiel. Et le résultat s'est vu d'une année à l'autre, où on a dépassé les 5% de croissance. Donc quand je dis que le potentiel actuellement est à 3,2, ce que je veux dire aussi, c'est que l'année prochaine, ça peut de nouveau être à 5%. À nous, dès maintenant, dès cette année, de travailler pour augmenter cette potentiel. C'est la seule manière pour nous d'augmenter notre croissance effective. C'est des variables macroéconomiques. Après, on ira dans les microéconomiques où on va voir les débouchés, les investissements, quel secteur, où aller diversifier, parce qu'on parle de l'Afrique, mais pour moi, il y a aussi d'autres pays. Quand on est sur un continent, en général, il faut le faire complètement, parce que, je reviens là-dessus, l'Europe, lui, est en crise, mais pas toute l'Europe. Il y a un pays qu'on ne cite pas beaucoup à Maurice, qui, pour moi, est un exemple, ça devrait être la Suède. Allez voir un petit peu ce que fait ce pays et vous allez voir. Parce qu'ils innovent et le niveau des investissements en recherche et développement est un des plus élevés au monde. Et ils ont une raison pour ça, parce qu'ils n'ont aucune ressource. Non. Voilà.